Donc, le 24 février, vous envahissez l'Ukraine, encore une fois un pays souverain. Ça, c'est une opération spéciale. Et c'est l'Occident, comme on dit, l'Occident collectif, avec Biden en tête, qui fait la guerre à la Russie. Non, mais c'est pas déclaré, c'est pas officiel. Mais tout ce qui se passe en ce moment, que vous dites. Quel autre terme nous pouvons employer, quel autre terme nous pouvons trouver pour caractériser la situation actuelle? Les livraisons massives d'armes qui continuent et qui augmentent avec les armes de plus en plus sophistiquées, les renseignements, tout type d'assistance à l'Ukraine pour que l'Ukraine continue le combat contre la Russie. C'est très confortable pour les États-Unis d'utiliser l'Ukraine comme ça, entre guillemets, la compagnie militaire privée en fait, qui se bat contre la Russie. Les États-Unis, donc là, ils se salissent pas les mains dans le sang. Et là, c'est les Ukrainiens qui se battent contre les Russes. Les Slaves tuent les Slaves. C'est un paradoxe historique absolu. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais, a dit Biden hier. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. La Russie ne s'est jamais fixé un objectif d'infliger une défaite à l'Ukraine, de remporter une victoire. Comme a dit le président Poutine, justement, nous nous battons pour nos terres, pour nos concitoyens. Notre objectif principal, c'est d'assurer leur sécurité et d'assurer la sécurité de notre propre territoire contre les menaces qui provenaient du territoire ukrainien, justement. Avant de passer la parole à mes camarades, encore deux questions. Vous avez annexé 4 oblasts. Est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que pour vous, pour l'éternité, c'est une terre russe? Ou est-ce qu'il y a une marge de négociation? Non. Tout d'abord, nous avons rattaché 4 régions qui sont désormais les nôtres, qui sont revenues dans la famille russe, dans leur maison. Pour toujours? Pour toujours. Donc il n'y a pas de marge de négociation? Pour toujours, car une autre solution, c'est-à-dire de les céder, de les rendre, c'est inconstitutionnel, parce que dans notre Constitution, toute cession d'un territoire, d'une partie du territoire, c'est interdit. C'est inconstitutionnel. Donc là, c'est désormais donc c'est pour toujours. Donc il n'y a pas de marge de négociation. Les Ukrainiens n'accepteront sans doute pas cette situation. Donc qu'est-ce qui va régler ça? C'est la guerre? Il y a toujours des possibilités pour des négociations, mais il faut être réaliste. Il faut partir des réalités sur le terrain. Les réalités sur le terrain sont telles. Oui. Ces 4 régions sont russes, et là, maintenant... Non, mais c'est la question que je vous pose. Donc, si les Ukrainiens n'acceptent pas cette annexion sur l'ensemble des territoires que vous avez, que vous dites russes, ça veut dire que c'est la guerre qui devra régler cette question. Écoutez, oui ou non? Pour le moment, puisque la solution diplomatique ne se profile pas, puisque les armements continuent à affluer en Ukraine, et puisque le régime de Kiev s'est interdit lui-même toute négociation avec la Russie. Donc là, maintenant, logiquement, c'est les solutions militaire qui prime. Donc, et hier, Poutine n'a pas dit non plus, votre président Poutine, pardon, n'a pas dit à vos compatriotes quand s'achèverait cette guerre. Jusqu'à quand cette guerre? Lorsque les objectifs fixés au départ seront atteints. Mais on ne sait pas quels sont les objectifs. En fait, ils étaient annoncés et répétés plusieurs fois, confirmés et réconfirmés. Ils restent toujours les mêmes. Lesquels? L'Ukraine doit être démilitarisée, c'est-à-dire plus de menaces qui proviennent de son territoire, dénazifiée, c'est-à-dire aucune place pour l'idéologie nazie dans la vie politique et sociale de l'Ukraine. L'Ukraine doit rester neutre, donc aucune adhésion à l'OTAN, parce que c'est la ligne rouge, en fait, la ligne rouge très grave. Et donc le rapprochement à cette ligne rouge a déclenché le conflit actuel aussi. Bien sûr, le statut non nucléaire, puis avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, bien sûr. Donc là, c'est quand même... Il y a un échange. Paul. On aimerait vous montrer une séquence avec le président de la République qui fait 6 affirmations. Je vous inviterai à réagir à ces 6 affirmations. D'abord, on va la regarder ensemble. C'est donc le président, vous l'avez vu hier sur LCI, il visitait le marché de Rungis. Et après 4 heures de déambulation, nous sommes au pavillon des fromages et un homme interpelle Emmanuel Macron. On voulait les isoler. Aujourd'hui, ils ont perdu que 2%, alors qu'on nous avait promis qu'ils allaient perdre à au moins 15%. De leur pouvoir, et aujourd'hui ils sont plus que jamais... Et vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes? Non, mais... Bon, moi non plus. Donc ceux qui disent moins 2%, moi je trouve beaucoup plus. Vous allez bien? Des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour pas être mobilisés. Ils ont le truc ils ont perdu plein d'opportunités. Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais le reste de l'économie quand même souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande. C'est un pays qui n'est plus un pays démocratique libre avec un institut indépendant.
Alors, monsieur le porte-parole du Kremlin, on va prendre ces 6 affirmations dans l'ordre. Quand le président de la République dit « Vous avez confiance dans les instituts statistiques russes », moi non plus. C'est eux qui disent 2%. Moi, je dis beaucoup plus. Quel est, selon vous, l'impact réel des sanctions sur votre économie ? Bon, tout d'abord, en ce qui concerne les statistiques, c'est sur antenne de votre chaîne que j'ai vu les statistiques du FMI, qui sont, je crois, des statistiques du béton, qui disent que la croissance russe cette année, c'est 0,3%, pour l'année prochaine, c'est 2,3%. Ça démentit déjà tout type de spéculation sur l'effondrement de l'économie russe, la chute, etc. Bon. Les chiffres de l'agence russe des statistiques Rosstat publiés lundi, le PIB s'est contracté de 2,1% en 2022. Oui. Et là, par rapport à des chiffres qu'on nous prédisait il y a un an, la chute de 20%, 25%, l'économie sera vraiment sur les genoux, effondrée, anéantie, etc. Mais vous voyez, 2%, c'est rien. L'inflation, qui est aujourd'hui en Russie autour de 12%, inflation assez bridée, l'inflation qui correspond à l'indice, à la même indice des pays européens, de beaucoup de pays européens, y compris de la Grande-Bretagne, qui a l'inflation à 2 chiffres, c'est autour de 11%, 11-12%. Donc là, c'est plutôt ça va. Les sanctions sont inefficaces ? Bon, tout d'abord, les sanctions sont illégitimes, irrationnelles, inefficaces. Ça crée des problèmes. On doit l'avouer, ça crée des problèmes. Mais ça nous crée aussi des opportunités de rendre notre pays et notre économie plus indépendants, plus autonomes, indépendants justement des... Alors justement, le président dit les Russes ont perdu plein d'opportunités. À quoi fait-il référence d'après vous ? Plein d'opportunités dans... Ce qu'a dit le chef de l'État hier. Non, mais écoutez... Opportunités économiques. Économiques, manifestement, tout à fait. Pas mais bien sûr, avant on était très liés avec l'Europe, avec le monde occidental. C'était vraiment... On construisait ensemble le monde globalisé et sans frontières. Là, maintenant, on est obligé de nous adapter à la nouvelle donne. Mais puisque la Russie, c'est un grand pays avec beaucoup de partenaires dans toutes les régions du monde, nous développons non seulement notre économie, notre secteur financier, mais nous développons aussi de nouveaux partenariats étrangers, de nouveaux débouchés. Donc là, on s'adapte. Écoutez, Vladimir Poutine, hier, pendant son discours, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En principe, oui. Ce n'est pas un discours pessimiste, c'est un discours justement tourné vers le futur. Et vu les tendances, il y a des futurs qui sont assez rassurants, qui se présentent. Quand le président de la République dit les Russes ont des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour ne pas être mobilisés, quel est, selon vos sources, le chiffre exact de Russes qui ont fui votre pays suite à la guerre ? Mais c'est impossible de les compter parce que les gens... En septembre 22, le média Novaya Gazeta a assuré que selon un rapport du FSB, donc de vos services de sécurité, 261 000 hommes auraient quitté la Russie au moment de l'annonce de la mobilisation des réservistes. Oui, bien sûr, guidés par des émotions. La première réaction était peut-être la peur. Les gens, ils partaient par tous les moyens, par avion, combien en tout ? Par les moyens terrestres, etc. Il y avait des milliers. Mais vous savez qu'il y a des milliers qui sont revenus depuis. Il y en a des milliers. Ça circule. Et combien ? Ce n'est pas des gens qui sont partis définitivement. Je ne peux pas vous donner les chiffres. Vous n'avez aucun chiffre ? J'en ai pas. Nos communiqués. Le chiffre de 261 000 vous paraît plausible ? Non, mais ça circule, ça va et vient. Hein. Ils sont revenus selon vous ? Nos frontières sont ouvertes. On ne bloque pas les frontières comme les Ukrainiens. Donc là, mais vous ne niez pas en tout cas qu'il y a une fuite massive de Russes ? Non, mais il y avait quand même, je vous dis, il y avait des gens qui partaient. Donc il y en avait peut-être des milliers, mais il y a des milliers aussi qui sont revenus depuis. C'était la première réaction, c'était la peur. Mais là, après... Et ils sont revenus à peu près dans des proportions comparables, vous diriez. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague de mobilisation ? Non, pas du tout. Par contre, en Ukraine, il y a déjà la 8e vague de mobilisation lorsque les gens sont rattrapés, les hommes sont rattrapés. Il n'y a pas de nouvelle vague de mobilisation ? Non, ou alors vous dites qu'il y a une mobilisation continue ? Nous avons mobilisé 300 personnes, ça suffira pour 300 000 personnes, oui, ça suffira pour assurer la sécurité de nos nouvelles régions et de la ligne du front. 300 000 personnes, ça suffit. Votre statut, vous d'ailleurs, par parenthèse, vous exonère de tout risque de mobilisation ? Mais moi, je suis déjà mobilisé. Je suis devant vous, je suis mobilisé. C'est votre guerre à vous. Oui, c'est ma guerre. Oui. Je suis soldat de ce front médiatique. Ouais. Dernière affirmation du président de la République hier, les Russes font du fric, je reprends son expression, les Russes font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Ça, c'est vrai. Mais si on parle d'un commerce international du gaz, on ne le vend pas pour rien.
Donc là, on gagne de l'argent, c'est Et vous normal. vous tournez vers l'Asie, Tous vu les les exportateurs sanctions. du gaz ou du pétrole, ils gagnent de l'argent. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Personne n'offre son gaz ou son pétrole. Ce qui est intéressant, c'est que face aux sanctions américaines et européennes, là, vous vous tournez avec Gazprom vers l'Asie et les livraisons de gaz via le gazoduc Force de Sibérie se tournent magnifiquement vers la Chine. Ça, c'est vrai. C'est le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie, Oui, Alexander Novak. Et nous en qui le sommes disait. fiers. Oui. Nous avons réussi vraiment à construire ce trajet qui fonctionne bien et qui va être encore développé dans les années à venir. Juste pour conclure, quand le président de la République dit l'économie russe souffre beaucoup, vous vous dites c'est faux. Non, l'économie russe fonctionne, s'adapte et se développe. Et encore une phrase d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, il y a quelques jours, qui dit « Toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires ». Vous êtes d'accord? Bah, écoutez, mais Toutes les options autres que Vladimir Poutine, au pouvoir en Russie, me paraissent pires. Vous êtes d'accord? vous connaissez le président Poutine. C'est un homme très conséquent. Donc, tout ce qu'il dit, il est vraiment très sérieux. La Russie est un pays très responsable pour les décisions, pour les actions, etc. Donc quand vous connaissez quelqu'un, c'est toujours beaucoup plus facile, confortable de travailler avec ce quelqu'un que vous connaissez. Quand vous rêvez de démembrer la Russie, de l'anéantir, de la transformer en myriade de petits États, je n'imagine même pas de quoi vous parlez. Vous voulez quoi? Avoir une vingtaine d'États avec les armes nucléaires chacun, avec les leaders imprévisibles. Donc là, ça va au-delà du bon sens. Donc, ça, c'est donc Poutine. Évidemment, c'est votre président et vous êtes d'accord avec cette phrase. Est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, le fait que la guerre dure, puisqu'elle dure, ça fait 1 an, qui l'aurait cru, c'est déjà une victoire pour vous? Pour nous, la victoire, c'est lorsque les objectifs fixés au départ de cette opération militaire spéciale seront atteints. Mais là, à titre préliminaire, déjà, si on fait un petit bilan, la victoire, c'est que la Russie tient bon, malgré toute cette pression sans précédent. Vous ne pensiez pas la gagner en 72 heures, cette guerre? Non. Ce mythe de ces 72 heures, je ne sais pas d'où ça sort, d'où vous le prenez. Personne ne l'a jamais annoncé. Kiev à 72 heures, en 2 semaines, en 3 semaines. Non. Opération spéciale? Mais c'est l'opération spéciale, mais ça ne prévoit pas Ça doit pas le durer cadre 5 ou du 6 ans, une timing. opération spéciale, ça s'appelle une guerre Écoutez, après. Pour nous, ce n'est pas le temps qui compte, c'est surtout l'efficacité de nos actions. Alors, nous devons atteindre les objectifs fixés et nous allons les atteindre tôt On ou a tard, bien du mal à diplomatiquement définir, encore ou une fois. au pire militairement. Il vous Quel faut est conquérir l'objectif tous les oblasts? Pourquoi tous les oblasts? Puisque Pardon. les oblasts que vous occupez actuellement ne sont pas complets. L'oblast de Donetsk, celui de Mais Kherson, il faut surtout celui de libérer. Zaporijjia et Oui. en partie celui de Là maintenant, Louhansk. le front du Donbass, c'est le front le plus dur. Donc la tâche primordiale, c'est de libérer la République populaire de Donetsk. C'est le minimum. Surtout. Mais c'est le minimum, bien sûr, c'est notre terre. On doit la libérer. Donc, On n'a pas une le choix. fois, pour prolonger la question de Xavier, une fois que vous aurez récupéré les parties de ces 4 oblasts qui ont été reprises ou défendues par les Ukrainiens, est-ce que vous diriez que l'objectif est atteint? Non. À nos côtés, nous devons avoir l'Ukraine paisible, stable, Elle l'était avant que vous n'arriviez, neutre, que vous ne pas l'envahissiez. utilisée comme une base, comme une tête de pont contre notre pays, pas utilisée comme une source de menace pour notre pays. Un pays voisin, un bon voisin, un bon partenaire. Donc là, Quelle si vous menace? pensez que parmi nos objectifs figurent le renversement du régime, l'occupation de l'Ukraine, c'est faux. C'est pas ça l'objectif. Ah non, mais c'est quand même pas la même Ukraine que celle de C'est Zelensky que vous voulez. C'est pas du Donc, tout. Ça je- doit être pas du tout la même Ukraine. Ça doit C'est être pas, et c'est pas, une et nouvelle c'est pas Ukraine Zelensky au pouvoir. où le peuple pourra vraiment décider son propre destin et pas le régime contrôlé de l'extérieur. Merci Alexander Makogonov. Merci. Vous exercez cette fonction. Comme vous dites, c'est votre guerre. Vous l'avez très bien formulé. C'est votre guerre à vous. Vous diriez une guerre contre les médias? Non, pas contre les médias, mais nous sommes sur le même front. Vous avez votre vérité à vous, nous allons notre vérité à nous. Mais il n'y a qu'une seule réalité. Il y a peut-être des vérités, mais il n'y a qu'une seule qui est la réalité. nôtre, et elle va remporter. Et la Elle va réalité, remporter malgré tout, parce que ça va sortir tôt ou tard. Donc La malgré réalité-
machine de propagande qui fonctionne à plein régime. Et qui... La réalité, c'est celle du 24 février 2022. La réalité, quand les troupes russes ont passé la frontière d'Ukraine. Merci d'avoir été avec nous.